Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Oh mon Dieu, quelle toute belle et nouvelle semaine qui s'offre à nous. Nous l'espérons sous les meilleurs auspices encore, comme toujours, et on voudrait déjà vous saluer bien haut et bien fort. Nous sommes très heureuses d'être avec vous aujourd'hui et comme toujours, la barque est déjà là. Les pagayeuses sont déjà à bord également. C'est vrai que ça ne se voit pas avec leurs maigres bras, mais on va tout faire pour vous permettre en tout cas de voyager, de voguer avec nous et de repartir encore et toujours avec quelque chose de mieux, c'est-à-dire la bonne humeur que vous insufflent les magnifiques sourires de ces très super belles dames qui sont avec moi sur le plateau. J'ai parlé de Yeminouche. Faut que je te change de surnom pour cette semaine. C'est pas toi qui disais Yamis ou... Non, c'est c'est pas pas toi? Yemis. Ok. Faut que je te trouve autre chose. On va chercher ensemble. On va chercher Non, ensemble. pas ensemble. Toi et puis moi là. Non. Ah bon? Ok, d'accord. Je prends mes affaires, je m'en vais. Jamais sans toi. Bonjour Aïcha. Ça va? Je vais très bien. Bonjour, Madame Gaëlle. Ah, Le pire, c'est... le pire c'est quoi? Tous ceux qui me voient me disent « Ah, elle est belle, elle est claire. » Mais ça Gaëlle-titude. Je m'appelle Free Manager de Gaëlle. Alors voilà, on est lundi matin et comme d'habitude, on est contente d'être là. C'est toujours un plaisir de revenir. Quand on part comme ça, on se dit, oh, c'est quand est-ce que ça recommence enfin pour qu'on soit enfin avec les téléspectateurs. Et j'espère que comme chaque semaine, vous prendrez du plaisir encore avec nous aujourd'hui. Pour lundi, thé, café, liqueur, ce que vous voulez. Allez-y, on y va. Elle oublie souvent la bouillie. La bouillie aussi, hein, c'est très important. Coco. Ouais. Pas de provocation ce matin. D'accord. Je suis sage comme une image. Le jour où tu seras sage comme une image, c'est que Jésus est en train d'apparaître déjà. Voilà. C'est pourquoi on a déjà commencé, on n'a même pas encore fait le signal et on tire déjà. Oui, ça commence en même temps, même avant que la caméra ne s'allume en fait. À peine déjà, j'ai adoré. Bonjour Aïcha, bonjour Yemi, bonjour à nos chers téléspectateurs. Oui, heureuse de vous retrouver encore une fois cette semaine, la dernière semaine du mois de février, du mois de l'amour, n'est-ce pas? Alors, moi tout ce que je souhaite, c'est qu'on continue de nous donner de l'amour, de se donner en fait de l'amour et la vie sera plus belle. Fumer l'amour, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Et en tout cas, une chose est sûre, certaine, comme l'a si bien dit Gaëlle, l'amour encore et toujours qui est le socle et la base de toute chose. Et c'est cet amour qu'on vous souhaite ce matin, beaucoup d'amour dans vos cœurs. Et l'amour, parfois, permet à deux personnes, ou la plupart du temps même, permet à deux personnes de se mettre ensemble et de former un couple. Alors, il y a elle, et puis il y a lui. Ils sont ensemble. Maintenant, lorsque l'amour commence par sortir par les fenêtres et qu'on entend des cris, on entend des disputes, on entend parfois même un coup KO, Gaëlle l'a soulevé, il avait soulevé Gaëlle, et ainsi de suite. Comment cela se passe dans le couple? Vous l'avez deviné, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thème très très intéressant dans Elle et lui avec Gaëlle. Oui, c'est l'émotion. C'est l'émotion, n'est-ce pas? Elle est lui. Non, mais sérieux, non. J'adore. Bon, c'est Gaëlle, hein, il fallait pas ça. Yemi, tu vas bien? Très bien. Tu nous fais de... Super. Tu inspires, on va voir. Yes. Expire. Ça fait du bien. Je pense que tu vas lui demander de faire ça tout le temps. Franchement, j'en ai besoin. Ça lui fera un grand bien.
Bon, ils ne vont pas comprendre de quoi il s'agit. Ne vous en faites pas. C'est Nectar, on est encore là et on est là. Voilà. Gaëlle, nous sommes suspendus à télé. N'est-ce pas? Alors, coucou chers téléspectateurs. Oui, ce matin dans Elle et lui, le thème « Pourquoi certains couples ont toujours les mêmes disputes ?» C'est une question. Vous pouvez donc répondre. Allez-y, n'attendez même pas qu'on avance, envoyez les messages seulement. Alors, vous savez, parfois, après des années de vie commune, il suffit d'un rien, d'un petit geste, la vaisselle à faire ou le ménage à faire ou encore des reproches pour qu'une dispute éclate. Donc parfois on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on s'entendait si bien et pour rien, un beau matin comme ça on se dispute, on ne comprend pas vraiment. Alors certains couples aujourd'hui se posent la question parce que peut-être au début, ils arrivaient à se pardonner, à laisser aller certaines choses. Voilà, ok, il n'est pas rentré tôt, ok, c'est mon devoir, j'ai fait à manger, il n'a pas apprécié, mais je le prends bien, je ne le prends pas aussi mal, et on se pardonne, on se comprend, on discute. Mais aujourd'hui, après quelques années de vie commune, on se rend compte que pour rien, les gens se disputent. Alors pourquoi est-ce qu'on se dispute dans le couple à des moments donnés? Eh bien parce que parfois l'autre veut changer son partenaire ou sa partenaire. Il y a des choses qu'on n'apprécie pas vraiment, ce qu'on peut pardonner, ce qu'on peut accepter au début. À un moment donné, on ne l'accepte plus et on veut changer l'autre. Et alors les disputes peuvent aussi provenir des frustrations accumulées. C'est-à-dire que le ou la partenaire tout le temps pose des actes et l'autre en face n'arrive pas à lui dire que non, je ne suis pas contente de ce que tu fais. Elle n'arrive pas à exprimer ses frustrations, ses désirs, ses envies et tout ça s'accumule et un beau matin, paf, ça explose. Donc ça peut aussi provenir de quand l'autre partenaire se sent aussi dévalorisé, non compris et maltraité, irrespecté. Voilà, donc des disputes peuvent donc s'enclencher comme ça. Et il y a aussi le fait de se sentir rejeté, abandonné. Il y a le stress aussi. Donc parfois, quand on est stressé, on n'arrive plus à réfléchir pour un rien. Eh bien, le partenaire peut se mettre dans tous ces états. Il y aura ces disputes, cette même rengaine, cette haine-là qui va tout le temps arriver ou bien on va tout le temps les ressentir dans le couple. Alors pour l'éviter, il est quand même très important de prendre du recul quand on commence pas à sentir que ces disputes-là pèsent en fait sur le couple, quand on commence pas à sentir que ces disputes-là ne fait du bien à personne. Donc il est important de prendre du recul, d'essayer de voir en fait pourquoi est-ce que on se dispute tout le temps, de mettre les choses au clair, d'essayer en fait d'arranger la situation. Si c'est enfin ce sujet-là en fait qui ne nous permet pas de nous entendre dans le couple après des années de vie commune, après des années d'entente dans le couple, alors comment essayer d'arranger cela? Et je pense que ça pourra aller. Donc la question est posée, pourquoi est-ce que certains couples ont toujours les mêmes disputes dans le couple? Chers téléspectateurs, envoyez les messages, vos avis nous intéressent. Voilà. Pourquoi est-ce que certains couples ont toujours les mêmes disputes? Alors si je comprends bien le libellé de la question, c'est pas le fait de se disputer, mais c'est le fait de revenir toujours sur le même sujet effectivement, de dispute. De dispute, effectivement. Donc, en fait, on ne se comprend pas. Voilà, c'est parce que je t'ai fait des reproches, tu n'as pas aimé, et à chaque fois, c'est que ça revient, et on ne cherche pas en fait à creuser l'abcès. Qu'est-ce qui fait que peut-être que le partenaire a des choses qu'il a à dire, mais n'arrive pas à le dire clairement. Donc votre partenaire n'est pas en fait télépathe. Il est important, d'où la communication revient tout le temps. Il faut toujours exprimer ce qu'on ressent, ce qui est bien et ce qui est mal. Il faut dire quand on est heureux, il faut le dire aussi quand on se sent mal, pour que le couple se passe, enfin, pour qu'il y ait de l'entente dans le couple. Voilà. La dispute dans le couple, et surtout lorsque la dispute concerne toujours le même sujet, et ça revient encore et à chaque fois, le couple veut-il ou ne veut-il pas faire des efforts? Ça, c'est une question aussi à se poser. Parce que si aujourd'hui, moi je vais toujours dans le sens de l'amitié beaucoup plus, si aujourd'hui Yemi et moi on se dispute sur le fait que Yemi est très maniaque, voilà. Et donc, si je me déplaçais, que j'ouvrais son petit, voilà, son petit rond devant elle là, je suis sûre que le temps que je revienne ici, elle va le refermer. Elle va me dire, ne fais pas, j'aime pas ça.
Je reviens, je refais encore la même chose et je referme encore, je réouvre encore. Donc le petit rond devant, elle va encore le faire, elle va dire Aïcha, ne le fais pas, je n'aime pas ça. Alors que je sais très bien que c'est une maniaque, mais je vais encore et je refais la même chose. Alors est-ce que je fais exprès de provoquer la même dispute entre Yemi et moi, ou alors c'est juste de l'ignorance? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est du manque d'attention. Peut-être que la personne ne fait pas vraiment attention à ce que l'autre fait ou à la façon dont comment l'autre réagit. Et parfois on n'est pas vraiment, parfois dans le couple on a l'impression qu'on n'est pas à la place de celui qui provoque, je vais dire, on a l'impression que la personne fait un peu exprès, alors que parfois c'est juste du manque d'attention, c'est juste que la personne n'est pas concentrée sur ce qui se passe en fait autour de lui, et peut-être qu'il ne remarque même pas qu'il y a telle ou telle chose. Tant que vous ne lui dites pas, voilà, il y a telle chose que je ne peux pas. Et franchement, pour venir sur le sujet d'aujourd'hui, moi je pense que quand on commence à avoir les mêmes disputes le même sujet de dispute et tout, c'est vraiment que la routine, il y a une routine qui est en train de s'installer. Il y a une routine qui est en train de s'installer et puis à chaque fois, tout fonctionne de cette façon-là. Donc à chaque fois, vous devez encore vous disputer à propos de cette routine-là. Et puis, Gaëlle a dit un truc aussi très important tout à l'heure. Elle a parlé de l'aspect financier, le stress. Je crois que c'était le stress ou l'aspect financier, je ne sais plus. Voilà, le stress. Et la plupart du temps de nos jours, le stress est causé par les problèmes financiers, parce qu'on en a tellement, c'est le monde du capitalisme, donc l'argent, il faut le prendre quelque part, le dépenser, ensuite le reprendre ailleurs, le redéposer à sa place, et c'est très compliqué. Du coup, beaucoup de personnes sont très très stressées et pour rien comme ça, tous les jours vous allez vous disputer pour un truc qui est même anodin, un truc dont vous aurez rigolé normalement, vous allez le prendre comme sujet de dispute et puis voilà. En fait, c'est très compliqué cette histoire parce que le truc c'est que la plupart du temps, comment je vais dire, chez nous ici, la plupart du temps, le couple ne prend jamais, comment je vais dire, je ne veux pas appeler ça des vacances, je ne veux pas appeler ça non plus un repos, mais il faudrait quand même que le couple pense à, je ne sais pas, prendre un temps, voilà, à casser la routine d'une certaine façon. Ça peut ne pas être des vacances, ça peut ne pas être voyager, ça peut ne pas être, mais trouver un moyen de casser la routine, parce que dès le moment où la routine va s'installer, vous allez tout le temps vous disputez pour des sujets les plus bêtes les uns que les autres, et ce sera souvent, ça va tout le temps tourner autour du même truc, vu que vous êtes tranquille, c'est-à-dire c'est un peu des automatismes, quoi. Vous vous levez le matin, vous savez que à 7h05 il faut se brosser, à 7h15 on se dit au revoir, le soir à 18h on est ensemble, bonsoir, tu vas bien, à 20h ok on va au lit, non, à 21h ok, enfin dès que cette routine est installée, c'est clair que vous n'allez plus vous entendre. Donc il faudrait vraiment être attentif surtout et essayer de casser un peu le monde de ok, on ne fait pas devant l'autre tous les jours de la même façon. Enfin, dans le couple, il ne faut pas être des automates, quoi. Dans le couple, il ne faut pas être des automates. Et donc, pour ce matin, la question posée par Gaëlle est pourquoi est-ce qu'on revient toujours sur les mêmes sujets de dispute dans un couple? Alors, revenir sur les mêmes sujets de dispute dans un couple, j'ai bien aimé quand Yemi en parlait tout à l'heure, la routine. Il y a même des couples, j'ai l'impression que ces sujets de dispute-là font partie de, je ne sais pas comment le dire, de leur routine, quoi, ça les cimente ainsi et qu'ils apprécient cela. Des petites choses comme, je t'ai toujours dit qu'il faut fermer la pâte quand tu finis de te brosser les dents, l'autre banalise un peu, remarque, et puis le lendemain, quand madame va se remettre à crier encore, mais tu n'as pas fermé, ça lui plaît, finalement, il banalise un peu, et comme tu le disais, l'autre n'essaie pas de prendre le ressenti de son partenaire, et de se dire, mais vraiment, c'est que quelque part, ça doit déranger, quoi. On se dit, oh bof, qu'est-ce que... je vais le faire, et c'est un peu comme un enfant qui fait des bêtises et il sait que maman après tout elle va crier et puis c'est fini, non? Et l'enfant refait la même chose. Donc parfois dans le couple aussi, ces disputes-là, quelque part, on accepte ou on veut soi-même les faire entrer dans notre routine pour que ça soit
encore et toujours pareil. La question vous est posée, chers amis téléspectateurs, on a envie de savoir pour vous, qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours les mêmes sujets de dispute dans un couple? Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est juste voilà, la négligence ou l'ignorance ou même l'amour du même sujet de dispute? Pourquoi pas? On a déjà plusieurs messages pour toi et on a bonjour, félicitations pour votre échange sur les disputes dans le couple, c'est formidable. Vous avez pris en compte mon point de vue. D'accord, bonne suite d'émission à vous, alias Edem Premier. Merci, monsieur Edem. Bonjour à vous, vous êtes très splendide. Respirez, dis merci. Merci. Ok, si certains couples ont des disputes, ça dépend des fois des femmes. Certaines femmes veulent être au-dessus des hommes. De la part de Tata Aimé depuis Tocoin Sauted. Et tu as ce message qui dit bonjour, dans la plupart des couples aujourd'hui, il y a le mauvais choix, car tout court derrière le luxe. Au moment où il n'y a plus rien, ça devient autre chose. Alors nous devons vraiment doucement aller dans nos relations d'aujourd'hui, signer le roi Edo depuis Sokodé. Merci le roi. Et on a bonjour à vous Fréno depuis Accra. Oui, parfois on se dispute tout le temps, moi et ma femme. Nous nous sommes mariés il y a seulement 2 ans de cela, mais on se dispute tout le temps et pour la même chose. Et notre problème, c'est à cause de nos cultures. Je suis togolais et elle est ghanéenne. Donc, c'est une différence de culture. Il ne devrait pas déjà être habitué. 2 ans? Non. En Donc, 2 ans. avant les 2 ans, je pense qu'ils ont eu quand même une relation avant de se marier. Ils se sont pas vus le jour là et puis se sont mariés et tout. Donc je pense qu'ils ont même si ça aurait pu être intéressant. C'est possible. C'est vrai que c'est possible, mais bon, en 2 ans, je pense qu'ils devraient essayer. Surtout qu'ils connaissent et ils savent déjà le nœud du problème. Pourquoi ne pas essayer de trouver plutôt un compromis ou c'est pas de faire des concessions? En tout cas, nous allons poursuivre tout à l'heure avec le thème de Elle et lui. Pourquoi toujours les mêmes sujets de dispute dans un couple avec Gaël? Mais pour l'heure, il est 7 heures. Dans quelques secondes, vous avez demandé et redemandé. Et comme nous vous aimons, nous les tatas de Nectar, on a ramené Monsieur Luc pour les informations. Bienvenue dans ce premier bulletin d'information de la 2e saison de la matinale Nectar. Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité, les Togolais étaient aux urnes ce samedi 22 février pour élire le président de la République pour les 5 prochaines années. Les résultats provisoires de cette élection ont été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI ce dimanche nuit. Et selon ce résultat, Faurice Ousmane Zimbe arrive en tête avec 72,36%, Agboyome Kodjo 18,37%, Jean-Pierre Fabre 4,35%, Tchabore Gogué 2,38%, Komi Wolu 1,14%, Georges William Asionbo Kouissan 0,77%, Mohamed Traoré Tchassona 0,63%. Le taux de participation est annoncé à 76,63%. Un taux qui a naturellement grimpé selon les dernières élections. Des résultats qui seront transmis à la Cour constitutionnelle qui est chargée de donner les résultats définitifs. En attendant la confirmation de ces résultats par la Cour constitutionnelle, nous vous proposons un résumé du déroulé du vote le samedi dernier. Suivez plutôt le reportage. Le peuple togolais démontre une fois encore sa maturité politique. Ce 22 février, il est allé voter pour élire son président de la République pour les 5 prochaines années. Un scrutin qui s'est déroulé généralement dans la paix et la sérénité sur l'ensemble du territoire national. À Lomé, les populations étaient au rendez-vous déjà à 7 heures, heure de l'ouverture des bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs citoyens et civiques. De Niekonakwe, Baguida, Bé, à Agoué Centre en passant par Covier, à Neho et Thévier, la mobilisation n'a pas faibli dans la région maritime. Dans les plateaux, les centres de vote étaient aussi bondés de monde.
les populations ne se sont pas fait prier pour aller exprimer leur choix. La région centrale n'est pas du reste. À Sokodé, les électeurs ont manifesté leur envie de contribuer à élire le futur président du Togo. Une envie traduite par la mobilisation dont ils ont fait montre. À quelques kilomètres de Sokodé, la ville de Kara, chef-lieu de la région qui porte le même nom. Là aussi, les populations ont manifesté leur volonté d'apporter un plus à la réussite de ce processus électoral en allant voter en nombre conséquent. Les savanes pour boucler la boucle. Jeunes, hommes et femmes étaient présents dans les bureaux de vote. Ils ont exprimé également en toute liberté leur choix. Les Togolais de l'extérieur ont eu aussi leur mot à dire dans ce processus électoral. Ils étaient plus de 350 électeurs à voter à travers le monde. C'est une démarche démocratique qui a permis au peuple togolais de participer une fois encore à la gestion et au développement du pays. Une introspection pour redécouvrir le déroulement de la campagne des 7 candidats en lice pour cette élection. Ils ont utilisé diverses stratégies et techniques pour conquérir leur électorat respectif. Suivez le sujet. Bien avant ce 22 février, les 7 candidats en lice pour la présidentielle de 2020 au Togo ont eu droit à 15 jours de campagne. Une période de charme au cours de laquelle ils sont allés à la rencontre des populations togolaises dans les villes, villages et hameaux les plus reculés du pays. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, les porte-flambeaux des partis politiques UNIR, ANC, MPDD, PSR, MCD, ADI et Santé du peuple se sont battus bec et ongle pour conquérir l'électorat. Des porte-à-porte par ici, des meetings par là, ils ont usé de techniques diverses pour rallier la population à leur cause. Caravanes, affiches publicitaires, matchs de foot, concerts, chacun est y allé de sa stratégie pour exposer aux uns et aux autres son projet de société. En tout cas, c'est une opération de séduction qui a permis à chacun de juger sa popularité et de gagner la voix des indécis. Les résultats provisoires, qui seront proclamés par la CENI dans quelques jours, permettront de découvrir celui qui a le mieux séduit les Togolais à travers son projet de société et son opération de charme. Ils sont déjà connus et bien sûr, ces élections ont été supervisées par des observateurs nationaux et internationaux. Nous suivons leur appréciation avec Carmen Madié Akakou. Le premier tour de la présidentielle du 22 février dernier a été inclusif, crédible et transparent selon le groupe des observateurs de la communauté des États sahélo-sahariens SENSAD. Pour cette mission, le scrutin de 2020 s'est déroulé dans un contexte apaisé et sans incident majeur. Le groupe des observateurs de la SENSAD a relevé avec satisfaction une organisation logistique et matérielle du scrutin satisfaisante dans les centres de vote, une facilité dans l'accessibilité des bureaux de vote et la visibilité des listes par les électeurs, le respect des horaires d'ouverture et de clôture des bureaux, ainsi que le respect du secret de vote, la motivation et la détermination des électeurs à accomplir leurs devoirs civiques, la présence des délégués de certains candidats dans les bureaux de vote. L'ambiance du scrutin de façon générale dans les centres visités était très apaisée. La participation des femmes et des jeunes a été remarquable. Aussi, il relève avec satisfaction la transparence de l'opération de vote ainsi que des opérations publiques de dépouillement. Le groupe des observateurs de la SENSAD relève et se félicite de l'utilisation de nouvelles technologies pour vérifier les listes électorales. Le groupe des observateurs de la SENSAD salue un usage efficace de la biométrie dans le processus électoral et la répartition des électeurs par ordre alphabétique dans les différents bureaux de vote. Le groupe des observateurs salue le travail des forces de sécurité dites Forces Sécurité Élection Présidentielle, FOSEP 2020, qui ont assuré leur mission de sécurisation du processus pendant les périodes de la campagne électorale et le jour du vote sur toute l'étendue du territoire et dans la discrétion. Le groupe d'observateurs de la SENSAD salue donc le civisme et l'attachement à la démocratie des Togolais et formule quelques recommandations à l'endroit du gouvernement, des acteurs politiques et de la CENI. À l'endroit du gouvernement et des autres institutions de la République togolaise. La poursuite de la formation et de l'éducation à la citoyenneté
et au civisme. La consolidation continue du dialogue politique inclusif. La poursuite des appuis matériels et financiers à la CENI et à toutes les structures impliquées dans l'organisation des élections. À l'endroit des acteurs politiques, leaders d'opinion et acteurs de la société civile togolais, nous leur recommandons de s'inscrire et agir pour la promotion des valeurs et principes de la démocratie. Continuer à respecter la Constitution et l'ordre républicain. Promouvoir les valeurs et traditions de tolérance ethnique, politique et religieuse. Promouvoir l'unité nationale et la cohésion sociale. À l'endroit de la CENI, la poursuite de la formation et du renforcement des capacités du personnel. L'amélioration de la communication entre les bureaux de vote et les bureaux de centralisation des résultats. La généralisation de l'utilisation de nouvelles technologies de l'information dans les opérations de vote. La création d'une cellule d'information dans chaque centre de vote pour mieux orienter les électeurs. À l'endroit des partenaires techniques et financiers du Togo, nous recommandons qu'ils continuent à soutenir le Togo dans ses efforts de renforcement de la démocratie et de l'état de droit à travers des appuis techniques, matériels et financiers. La communauté des États sahélo-sahariens est une organisation internationale regroupant 29 États africains. Elle a été créée le 4 février 1998 à Tripoli. Pour la présidentielle de 2020 au Togo, elle a déployé une vingtaine d'observateurs sur toute l'étendue du territoire. Avec Nestor Mouzou. L'Institut panafricain d'assistance électorale a mené sa mission d'observation dans la région de la Kara. Les membres ont sillonné les bureaux de vote de cette région pour faire leur travail, à l'issue duquel ils saluent la maturité du peuple togolais, la qualité du travail de la CENI et de la couverture médiatique. On est allé dans différents bureaux de centre et là où on a été, il y a trois choses qui nous ont frappés. Avant tout, la maturité du peuple togolais. Quand les élections réussissent, avant de féliciter les autorités, avant de féliciter les présidents et les directeurs des centres de vote, il faut avant tout féliciter le peuple togolais. Dans la dignité, dans le rang, sans aucune forme d'animosité entre les différents délégués des candidats, on a assisté à un vote serein, calme et digne de son nom. Deuxième remarque par rapport à ce qu'on a vu, c'est que la CENI a pris toutes ses responsabilités. Au cas où même certains n'arrivaient pas à retrouver leur nom dans les listes, il y avait une fiche qui permettait, en toute transparence, avec l'avis des délégués des différents partis, de pouvoir exécuter leur vote. Le troisième élément que nous avions remarqué aussi, c'est la couverture médiatique. Et sans les journalistes, il n'y a pas de démocratie possible. Parce que c'est le quatrième pouvoir qui, en dernier lieu, arbitre le contentieux entre les différents hommes politiques. L'idéal pour moi, avant de rentrer en Mauritanie, c'est de voir le vaincu prendre le téléphone et féliciter de manière démocratique celui qui a vraiment remporté les élections. Et ça, voilà mon plus profond souhait. L'Institut panafricain d'assistance électorale lance un appel aux candidats pour qu'aucun d'eux ne proclame les résultats de l'élection avant que la CENI ne le fasse. Il souhaite que la tranquillité que connaît le Togo aujourd'hui soit préservée. Tranquillité qui est déjà préservée et bien sûr. Et ainsi se referme ce bulletin d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas, restez toujours fidèles à la matinale Nectar. Voilà, nous en avons fini pour le premier tour des informations. C'est le tout premier numéro d'ailleurs pour Nectar, saison 2, le grand retour. Voilà, je suis désolée. Nous sommes guéris, nous sommes guéris. Nous allons bien pour cette deuxième saison, en tout cas. Une chose est sûre et certaine. Eh bien, merci beaucoup à Luc Cassi et nous revenons dans Elle et lui ce matin avec Gaël. Gaël qui nous parle
des disputes dans le couple. Pourquoi est-ce qu'on revient encore et toujours sur le même sujet de disputes dans le couple? Tu as des messages encore avec d'autres raisons et on a ce message qui dit bonjour Nectar. Dans ce cas, il faut savoir que parmi ce couple, l'un d'eux ne veut pas qu'on lui fasse des reproches, mais aime faire des reproches à son prochain. Et dans d'autres couples, il n'arrive pas à causer quelques minutes. Or, il faut souvent échanger un peu souvent avec son partenaire de retour du boulot, même en étant fatigué. De la part de monsieur Anselme depuis Adito Gomi. Alors, quand on aime bien faire des reproches, mais on n'accepte pas qu'on nous en fasse. Je pense que ça aussi, comme le dit le téléspectateur, ça peut prêter le flanc à ce genre de problème dans le couple. Parce que l'autre en face se rend compte que toi tu n'aimes pas ce que tu lui fais. Donc forcément, quand on n'est pas du genre à se laisser aller aussi, il y aura des disputes. Donc il est important quand même d'accepter aussi des reproches si c'est vraiment le problème du couple. Donc quand on en fait, accepter en retour que l'autre aussi nous en fasse. Bonjour les dames, je vous remercie beaucoup pour vos émissions. De mon côté, si vous voyez que souvent dans un couple il y a les mêmes disputes, ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas de dialogue. Et s'il n'y a pas de dialogue dans un couple, rien ne peut avancer. Je vous remercie. C'est de la part de Soko Kassim depuis le Gabon. Merci à vous. Bonjour à vous, équipe nectarienne. La plupart du temps, les disputes naissent du fait que les femmes parlent trop. Elles veulent toujours tout gérer, elles veulent toujours interférer, elles veulent toujours faire des reproches et également, elles sont tout le temps en train de fouiller dans les portables de leurs partenaires. Je laisse le plateau nous dire. Cette affaire de fouiller les portables, il faut vraiment que nous les femmes, sincèrement, on se rende compte que c'est pas sérieux, parce que aujourd'hui on prête à toutes les femmes le titre de fouilleuse de portable. Je pense qu'on a des faux. Il y en a même pas catégorie des galons quoi. Non, sérieusement, il y en a même avec des galons, il y en a même qui ont code. Non seulement elles ont galons, tout ça, il y a code encore, tout ça là. Elles sont chef tailleur, ça quoi. Non, il faut vraiment qu'on arrête parce que ça crée beaucoup de problèmes, je pense, selon moi, et des problèmes inutiles en plus parfois. Et certaines fois, c'est des sources en fait de mésententes bêtes, c'est-à-dire qu'il fallait juste pas y aller et puis vous êtes tranquille quoi. Donc franchement, je suis d'accord avec le monsieur. En fait, on risque de rentrer sur un autre débat, alors que c'est déjà un sujet sur lequel on va bientôt venir ici sur le plateau de l'État. Mais bon, c'est une raison que le monsieur a donnée. En tout cas, Yemi, elle est pour. On a bonjour, par exemple, l'homme aime la propreté, mais voilà que la femme fait toujours le contraire. Après le boulot, l'homme trouve que la table est vide. Comme vous pouvez le voir, cela dépend toujours de nous, les femmes. Est-ce que déjà vous êtes pour le fait qu'il n'y a que les femmes, c'est à cause des femmes qu'il y a toujours les disputes? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que autant il y a des hommes, autant, par exemple, si je prends les exemples des téléspectateurs, autant il y a des femmes, ça, si je peux prendre ce mot comme ça, il y a des hommes aussi qui le sont. Il y a des hommes maniaques, il y a des femmes maniaques. Donc je pense que ça. Et il y a des couples aussi qui sont tous sales, tous les deux. Vous rentrez dans leur maison, vous ne pouvez pas boire de l'eau. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas que les femmes, mais il y a aussi les hommes qui sont un peu la cause ou bien qui posent des actes qui créent en fait des disputes dans le couple. Il n'y a pas que les femmes, non, je ne suis pas d'accord. D'accord. Bonjour à vous, le charmant trio à Gaïem. Je pense que plusieurs raisons pourraient expliquer ces disputes. L'entêtement, la jalousie, la rancune, l'incompatibilité d'humeur ou l'insatisfaction sexuelle sont aussi souvent à la base des disputes récurrentes de la part de Monsieur Mola. Ah, tu chantes? Oui. On comprend, il faut que ça sorte. Eh ben, on a eu l'avis tout à l'heure de Yemi, ça serait bien d'avoir l'avis du reste du panel sur le plateau. Je vous le précise, nous ne sommes pas encore dans la rubrique débat, mais c'est normal quand même. Bonjour Miss Gab. Bonjour Aïcha. Les disputes, pourquoi les mêmes sujets de dispute toujours dans un couple, à ton avis? Ça fait bang-bang dans ma tête. Bang-bang veut dire quoi? C'est pas français. Les thèmes blancs.
la dernière fois. Et quoi, quand on veut pleurer, l'oignon c'est yo, je sais plus. Ça pleure. Ça pleure. Et quand on fait quoi là? Quand on fait pleurer. En fait, il faut voir la tête de lui qui se dit j'étais si pressée de les retrouver, est-ce que j'ai bien fait? Si tu veux, je t'explique le blanc, ce que ça veut dire. Miss Gab. Bon, je crois que beaucoup de choses ont été dites et tous ces petits éléments font partie de l'ensemble qui fait que, voilà, il y a incessamment des disputes, les mêmes disputes au fait dans un groupe. Ajouter à cela, moi j'aimerais juste dire que pour certaines personnes, ça fait partie de leur quotidien. S'il n'y a pas ça, c'est que c'est pas leur couple. Leur enlever ça, c'est comme leur enlever leur identité. C'est-à-dire, ils se réfèrent à ça. Vous allez rencontrer des couples, vous allez leur demander pourquoi à chaque fois ils te disent non, mais c'est normal. Si je ne le fais pas, qui va lui faire ça? C'est moi. Donc, ça fait partie de leur vie, ça fait partie de leur quotidien. Donc, sans ça, c'est comme si leur couple ne vivait pas. Là, je me dis que c'est quand ça devient vraiment des cris, des jets de main, que ça pose problème. Mais du moment où ils le font et puis tout le monde sort toujours la phrase habituelle, « Oh, mais toi, non, bien, et le dire, ça ne fait rien, toi, si tu peux le faire. » À ce moment, pour ma part, il n'y a pas encore de problème. Donc, ajouter à tout ce qui a été dit, c'est ce que je peux retenir. Voilà. Parce que ici, on parle en fait des disputes qui vont vraiment avoir un mauvais impact sur le couple, sur la femme, sur l'homme, parce que après ces disputes-là, on n'est pas forcément heureux, on est triste, on a une haine en soi, en fait parfois on n'est même pas satisfait de ce qu'on a fait à l'autre, on a envie d'être sanguin et tout ça. Donc je pense que c'est de ça on parle. Si on a des disputes où on se tape, on se dit des choses, on prend l'autre pour son enfant. Alors dans ce sens, ce que j'ai remarqué en majorité dans les couples, c'est le manque de tolérance. On ne se tolère pas assez. Mais j'ai l'impression qu'arrivé à un moment, la routine s'installe tellement que les gens oublient ce pourquoi ils sont ensemble. Parce qu'une vie de couple, c'est pas du tout facile. Supporter, regarder l'autre chaque matin que le bon Dieu fait. Dans nos habitudes, tu sais que quand tu passes dans ce couloir, il y a son odeur. Parfois, on se réveille, on a envie de rien sentir, même pas la présence de la personne qu'on aime. Mais il faut se rappeler qu'on est en couple et il faut se tolérer. On sait très bien, dans le couple également, il faut apprendre à détecter les petits vices de chacun. C'est-à-dire, il y a une chose ou deux choses sur lesquelles la personne, quel que soit ce qu'on fait, ne va pas changer. C'est ça nature. C'est ça nature. C'est-à-dire, dans certains couples, par exemple, vous allez voir que la femme, son problème, c'est qu'elle n'arrive pas à éteindre la lumière. Quand elle entre dans une chambre, elle allume, elle sort sans éteindre. C'est pas parce qu'elle le veut, c'est parce que c'est comme ça. C'est son petit vice à elle. Alors l'homme, c'est lui qui sort l'argent pour payer l'électricité. Et à chaque fois, il va vouloir que non, le coût d'électricité soit moindre. Alors la femme, c'est pas qu'elle le veut, mais c'est comme ça. Alors à chaque fois, quand par exemple, elle sort du dressing et elle laisse la lumière allumée, l'homme, quand il entre, en même temps, ce sont des disputes. Et la manière dont il va le dire, ça ne sera pas du tout joli, parce que à chaque fois, je te dis, imagine dans une journée, je passe derrière toi, éteindre toutes les lumières. Donc, en fin de compte, c'est c'est-à-dire des paroles pas du tout gentilles qu'on dit à l'endroit de l'autre personne. Et elle aussi, comme elle ne le veut pas, c'est juste l'oubli pour elle. Elle ne comprend pas la position de l'homme. Elle aussi, elle replique. Et ce sont des échanges houleuses qui, bon, c'est les hommes que je peux donner pour l'instant. Bonjour, je sors avec une fille et on se dispute tous les jours. Elle veut toujours en faire à sa tête. Plusieurs fois, j'ai décidé qu'on se sépare, mais elle refuse. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas me libérer pour que je fasse de nouveau ma vie. Comment ferais-je? Il me demande des conseils pour la libérer, enfin... Bon. En tout cas, je ne sais pas trop, mais c'est son apport sur le fait des disputes. Et on a bonjour Nectar. Selon moi, les disputes dans un couple proviennent des fois d'une comparaison avec d'autres couples, de la part de Samar ou depuis Abidjan.
Monsieur Assis. Par rapport au sujet, je pense qu'il y a diverses raisons, mais je vais les catégoriser en trois. Il y a l'éducation, le sexe et la jalousie. C'est comme ça moi je vois la chose, parce que il y a un adage qui dit la langue et les dents cohabitent ensemble, mais tout le temps ils se querellent. Donc vous imaginez quelqu'un, un monsieur issu d'une famille X, une dame issue d'une famille Y qui se retrouve. On n'a pas reçu les mêmes éducations et à un moment donné, comme on l'a dit tantôt, peut-être que le monsieur est un peu saligo, la dame c'est pas le cas, la dame est derrière le monsieur tout le temps, c'est pour enlever les pantalons des canapés, enlever les chaussures d'ici au salon. C'est un peu gênant. À un moment donné, c'est une question d'éducation. Mais quand on se met en couple, on doit apprendre à se connaître et savoir sur quoi l'autre est intransigeant et sur quoi l'autre peut laisser passer. Et il y a aussi le sexe. Surtout chez nous les hommes, quand la nuit, le monsieur touche la dame dit niette, vous allez voir tout de suite le lendemain, le visage ça change. Une illustration. Le visage ça change. Voilà. Et c'est vice versa. Quand la femme a envie de vous, elle vous provoque. La femme, elle n'a pas l'habitude de le dire. Elle vous provoque. Et à un moment donné, vous esquivez. Comme quoi vous êtes fatigué, patati patata. Le lendemain, vous verrez la réaction. Elle est nette. Après tout cela, c'est la jalousie. Peut-être qu'on t'a vu, à la maison, tu n'aimes pas beaucoup causer avec madame. À la maison, tu n'aimes pas beaucoup causer avec monsieur. Mais quand tu sors net au dehors, une autre fille t'approche, un autre mec t'approche, tout de suite tu es ouvert, tu causes comme si de rien n'était. Quand l'autre voit ça, ça crée forcément des sujets de dispute. Et parfois, c'est parce que l'autre a fait quelque chose qu'on n'a pas envie de dire, tout de suite on garde. Et quand il y a une deuxième chose qui s'ajoute, on s'explose et ça crée des situations qu'on n'arrive pas à gérer. Mais je crois qu'il faut beaucoup communiquer, beaucoup écouter l'autre et ça va aller. Bonjour le plateau, je vous écris depuis le Bénin. Il faut que l'homme se patiente. Je vis actuellement ce cas. Souvent, ce sont les débuts de relations qui font ça. Ma chérie est en congé et vous suit et je pense qu'elle va se corriger. L'exemple, c'est le fait de laisser les lampes allumées de la part de monsieur Théonas Daniel Domingos. Merci beaucoup à vous. Bonjour, moi, ma femme et moi, on se dispute tout le temps pour une seule raison, l'argent. L'argent, c'est le nerf. D'accord, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre dans le Il n'en donne pas assez ou non, c'est partout à l'heure de oui, exact. Soit il n'en donne pas assez, soit la dame est dépensière. Bonjour à vous, ma femme et moi nous disputons toujours et ce qui m'énerve c'est lorsque j'ai envie de lui faire l'amour. Elle me refuse ça, soit disant qu'elle est toujours stressée vu que j'ai perdu mon emploi. Ça fait déjà 3 ans et c'est elle qui s'occupe presque de tout. C'est compliqué quoi. Je la comprends, mais si elle me refuse de lui faire l'amour, chez qui irai-je pour me satisfaire? Ça me rend aussi stressée et les disputes ne font que continuer. Bonne question. Mais bon, d'accord, je ne comprends pas. Elle est stressée parce que depuis 3 ans, et elle a pris sur elle de s'occuper de la maison. Et elle est là. Pourquoi refuser ce que l'autre mange à l'autre? Non, il ne faut pas punir les choses comme ça. Est-ce que l'autre était stressé? Moi, je ne veux même pas aller sur ce terrain. Il faut qu'elle mette un peu d'eau dans son vin parce que le monsieur, l'autre a besoin de ça pour vivre. Ça ne mange pas la pâte comme le dirait l'autre. Ça me rappelle une dame qui disait, et je me demande si c'est pas son qui envoie le message, elle dit, moi sincèrement mon oncle, il a perdu son boulot et tout, elle dit, quand il n'a pas l'argent, il n'arrive pas à s'exciter. Donc c'est l'argent qui lui permet d'être en joie, de se laisser aller. Il y a une nouvelle rubrique qui lui la personne n'est pas contente, elle sort de la classe. Continue. Donc, on revient toujours sur le problème d'argent, le problème financier qui fait qu'il y a des disputes. Et quand il y a problème financier, c'est qu'il y a beaucoup de choses autour. Il y a le manque de respect, on ne te respecte plus parce que tu ne rapportes rien à la maison. Il y a le problème de sexe, justement. Il y a le problème d'éducation, mais des enfants, le fait de se sentir bien. Donc, je pense que l'argent, vraiment, c'est un gros problème dans le couple, surtout quand ces personnes ne sont pas assez matures ou bien ne sont pas assez compréhensives pour comprendre. Mais c'est aussi normal quand aujourd'hui il faut aller chercher 100 francs pour acheter du paracétamol quand on a mal à la tête. Quand il faut vraiment
dépouiller, se déchaîner, chercher, être anxieux avant de trouver le peu qu'il faut pour pouvoir se nourrir. C'est normal qu'on soit stressé, c'est normal qu'il y ait des disputes. Mais je pense que quand on se met ensemble, surtout quand on n'a pas cette situation au départ, il faut essayer de comprendre et essayer d'évoluer, d'avancer, de voir les choses au-delà de ça. Bonjour tout le monde sur le plateau. Moi, je peux dire que c'est des fois la pauvreté, le manque de compréhension, la maîtrise de soi et aussi mal placé qui cause ces disputes dans un couple. Pour Jeanne depuis Aflao. Et bonjour, je suis tonton Roro depuis Cantet. Je voudrais dire qu'avec l'expérience que j'ai eue, la femme est à l'origine de plus de 95% des disputes au foyer, surtout quand elle veut être autoritaire. Ça fait vraiment mal et je vous assure qu'elle m'a laissé devenir polygame car j'ai eu un enfant hors foyer. Ouais. Les femmes doivent changer. Décidément. Celle à qui il a fait un enfant dehors, elle est pareille, elle lui cause aussi des problèmes. Je pense que c'est elle plutôt qui a causé le problème. Non, elle est mariée à la maison. Et comme madame, elle fait trop de palabres, voilà, il a allé faire ailleurs. Donc je voudrais savoir si elle aussi qui est dehors là, elle est pareille pour estimer en fait à 95% la source des disputes dans le couple. C'est pas pour le défendre, mais vous voyez ce monsieur qui revient. Comme on le disait tantôt, c'est parce que c'est la dame qui s'occupe de tout et ne permet pas au monsieur d'aller au sexe avec elle. À un moment donné, le monsieur va se lasser. Même s'il n'a rien, il est en mesure de conquérir une autre fille, une autre femme au dehors. Et quand ça arrive, vous savez, les femmes qui vivent dehors, il y a un adage qui dit quand tu vois un homme très heureux ou une femme très heureuse, il faut savoir qu'avec un homme, c'est qu'elle n'est pas madame maison. Souvent c'est le cas. Donc les dames qui sont dehors, les filles qui sont dehors sont plus gentilles et on n'a pas ce genre de problème. Maintenant quand il y a un petit souci à la maison et que ça perdure, à un moment donné l'homme a tendance à déconner et à aller voir ailleurs. Et c'est ce qui cause ce genre de soucis. Bonjour, je suis Vico, domicilié à Yaka. Et Yaka, que tu peux nous aider. Yaka, c'est où? GPS. GPS assis. Yaka, si je ne me trompe pas, c'est au nord. C'est au nord. Merci pour le sujet de discussion. Une autre raison de dispute continuelle, c'est la mauvaise implication des parents de l'un ou l'autre des conjoints. Que les parents changent et laissent leurs enfants s'épanouir dans leur foyer. Oui. Il a soulevé un aspect qu'on a dit très important. Parfois, quand on laisse les parents, la belle-mère, le beau-père s'introduire, et souvent, ça crée la rupture. Quand la belle famille s'ingère de trop, ça crée la rupture. Bonjour à la famille Nectar, je suis très intéressée par votre thème de ce matin et je pose l'un des problèmes de dispute des couples est le cesse. Par exemple, il y a une femme, après chaque rapport sexuel, elle se plaint parce que l'homme ne l'a pas véritablement satisfaite. Mais souvent, elle demande des positions exagérantes que l'homme n'arrive pas. En fait, monsieur Ambroise, je ne sais pas si vous êtes seul ou si vous êtes... Est-ce que on peut fonctionner en feelings? C'est-à-dire que quand je lisais le message tout à l'heure, il fallait vraiment faire le gros plan sur Yemi, quoi. On dirait une vieille bourgeoise de 80, genre la reine voilà, d'Angleterre qui... Attends, tu es sûr que ça va? Très bien. Respire. C'est bon? Oui. D'accord. Voilà. Bah écoute, ça rejoint un peu ce que Lucas disait tout à l'heure, c'est dire que le sexe également est un des problèmes. Et comme le dit Gaël, on ne parle pas juste des petits couples, des petites disputes qui pimentent quelque part, même parce qu'on se dispute et la réconciliation est encore... Ah oui, il faut peut-être provoquer. Ça peut causer la séparation. Ça peut créer la séparation parce que vous imaginez la dame là qui n'est jamais satisfaite. Vous imaginez un peu ce que ça peut créer derrière. Si par hasard il y a quelqu'un à côté qui la titille chaque jour que Dieu fait, et si ça prend ne serait-ce qu'une seule fois et que le monsieur
le nouveau prétendant est à la hauteur, c'est fini, le foyer est mort. Et je crois que la semaine dernière, vous avez parlé de compromis. À un moment donné, il faut aller au compromis. Et ce n'est pour rien que nous avons des périodes de fiançailles. Ça vous permet de connaître votre conjoint et de trouver en même temps des compromis pour ces genres de situations. C'est votre homme. À un moment donné, s'il ne peut pas faire des positions données, soyez compréhensible. Mais vous, homme aussi, c'est votre femme, ça reste dans votre intimité. C'est votre femme. Si vous essayez, vous n'arrivez pas, ok, tant mieux. Mais si vous refusez, vous ne saurez jamais si c'est bien ou pas. Essayez, c'est votre femme. Vous êtes libre, vous êtes avec votre femme, vous êtes dans votre intimité. Essayez, peut-être que ça vaut le coup. Si vous essayez, qui sait, peut-être demain c'est vous-même qui allez réclamer cette position. Essayez, ouais, on ne sait jamais. Yaka, c'est dans la préfecture de Doufelgou. Merci beaucoup pour l'information. Et on a Madame Rita qui dit bonjour. Mon sujet de dispute avec mon homme est que le sexe, il n'arrive pas à me satisfaire au lit. On revient donc, voilà, avec toujours le même sujet. Aussi que avoir des disputes après l'acte ou à chaque fois, ça peut traumatiser l'autre aussi. Si à chaque fois vous vous plaignez ou bien la manière dont vous faites des reproches ou bien la manière dont vous dites à la personne que vous êtes insatisfait, je me dis que ça peut stresser la personne et les prochaines fois il ne pourra même pas vous satisfaire. Donc je pense qu'il est important de savoir prendre le sujet quand on n'est pas satisfait, quand on n'est pas content de quelque chose, mais savoir la manière de parler. On peut faire la communication dans la communication, quoi, pour mettre la personne à l'aise dans la tête psychologiquement et tout. Et je pense que ça pourra aller. Luc est un homme et je me dis que, bon, je ne dis pas que tu n'es pas vu. Mais imaginez une femme qui, parce qu'elle n'est pas satisfaite, se met à l'insulter, tu ne vaux rien, tu es si. Vous voyez un peu. L'ego est touché. Voilà, justement. Donc l'ego est touché. La personne, la prochaine fois, c'est vrai, il va essayer, mais il ne va pas pouvoir y arriver, surtout quand elle est très sensible. Astuce. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de médicaments naturels, je précise, naturels, qui aident les gens à être performants. Si votre homme n'est pas aussi performant et vous trouvez qu'il y a des astuces que vous pouvez utiliser pour l'aider, n'hésitez pas. Vous n'avez pas besoin forcément d'aller lui dire, ok, chérie, tu n'es pas performant et tout, non. Mais vous pouvez faire des plats spécifiques qui peuvent aider votre homme à être performant. Et je crois que M. Togo aussi nous donne des astuces. Gaël me met là une recette phare. N'hésitez pas à faire des recherches. Cela pour dire que nous avons Google, que votre connexion ne vous sert pas seulement à faire du WhatsApp. Faites aussi des recherches qui peuvent vous aider à améliorer votre quotidien. Mais parfois, il n'y a pas que les astuces, il y a la manière de faire la chose. Parfois, c'est vrai, il y a des éjaculations précoces et tout ce qui va avec, où on peut régler avec des astuces, mais parfois c'est à la manière en fait. Apprenez à votre homme. C'est possible que la femme apprenne à son homme à faire l'amour. Oui, c'est possible. C'est votre homme. Quand vous êtes au foyer, on dit ok, l'homme ne dit pas tout à la femme, oui. Mais quand vous êtes au foyer, à plus de 95%, vous partagez tout. Alors, si le monsieur n'assure pas, c'est dans la manière. Mais vous, femmes, je ne sais pas, vous maîtrisez un peu. Apprenez, soyez le chauffeur, conduisez-le. Apprenez à l'homme plutôt comment vous satisfaire. C'est possible. Mettez-vous à la place du chauffeur, conduisez le monsieur. Apprenez-lui à vous faire l'amour, à vous satisfaire. Si vous le faites, je ne sais pas, 1, 2, 3 fois, à un moment donné, il va apprendre. Du moment où ça rentre dans l'habitude, il va forcément apprendre. Il y a des femmes comme ça dit qu'elles se mient en chauffeur, c'est elles qui conduisent. Vous comprenez ce que je veux dire? De le guider vivant. Voilà. C'est le monsieur, au lieu que la femme regarde le plafond, c'est le monsieur qui regarde le plafond. Et la dame lui apprend à faire l'amour. Essayez 2, 3 fois, il va s'y habituer. Bonne arrivée, mon enfant. Merci, maman. Bonjour à tous, moi je me dispute avec ma femme tout le temps depuis 7 ans et chaque fois je sors de la maison le soir à 20h jusqu'à 23h et on peut faire 3 jours, elle ne parle pas avec moi. Tu as tellement de messages et plusieurs personnes qui donnent leur propre témoignage aussi. Hein. Et la solution en fait, justement parce que là, 7 ans et monsieur qui ne peut plus rester à la maison parce qu'il voilà, il calcule peut-être
se dit à 23h, elle est déjà endormie et tout. C'est comme tu le dis, c'est vraiment néfaste pour le couple. Et à un moment donné, ça risque de partir en vrille. Donc la solution, c'est vraiment la communication. La communication et essayer de désamorcer le comportement négatif, parce que c'est très important. Il faut essayer surtout de détecter le nœud du problème. Et quand on sait que c'est ce qui nous crée des problèmes, je me dis que la solution est toute trouvée, quoi. Donc il est important de toujours communiquer, de discuter, de dire en fait nos frustrations, d'exprimer réellement ce qu'on ressent, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le partenaire, la personne en face de nous n'est pas un télépathe. Tant qu'on n'exprime pas, la personne ne peut pas comprendre. On peut avoir des comportements, on peut bouder, on peut éviter de nous parler, mais justement, tu boudes pourquoi? Tu ne veux pas me le dire, je ne peux pas savoir, parce que parfois on pose des actes sans savoir réellement ce qui a frustré l'autre. Donc moi je dis toujours qu'il faut discuter, il faut dire ce qu'on ressent, exprimer ses frustrations, et je suis sûre que tout ira pour le mieux, à moins que vous ne soyez incompatibles. Voilà. Incompatible. Et parlons justement des parents dans le groupe. On a bonjour, merci beaucoup pour l'émission. Moi, lorsque je me dispute avec ma femme, on en parle toujours à ma belle-mère et elle dit toujours que sa fille a raison. Comment pouvoir régler cela? De la part de Monsieur Sena depuis Agoué. C'est qu'il arrête de se plaindre à ça. Non, c'est la femme apparemment qui se plaint ou bien? Non, les deux emmènent toujours le problème à la belle-mère. La belle-mère donne toujours... Donc moi je dis toujours qu'il faut d'abord essayer de régler son problème. Parce que quand vous êtes un couple, vous êtes aussi mature, vous vous connaissez mieux. Parce que la vieille va partir là, ils vont faire comment? Voilà. Trouver une autre vieille. Donc il est important parce que souvent on fuit, c'est une fuite en avant en fait. Le fait au lieu de rester, de se faire face, on a mis le sujet devant quelqu'un qui va décider en fait de ce que vous devez faire ou bien de qui a raison et qui a tort. Mais forcément, moi, je vais suivre ma fille si je ne suis pas une maman qui réfléchit bien. Parce que comme on dit, les idiots, les voleurs, enfin, plein de mauvaises personnes aussi vieillissent, quoi. Donc il n'y a pas que les vieux et les vieilles qui peuvent donner de bons conseils. Vous êtes les meilleurs conseillers, vous êtes votre meilleur thérapeute. Vous êtes un couple, discutez entre vous, essayez de trouver votre solution au lieu d'aller tout le temps faire des gens pour vous donner des conseils. Je dis aussi, le jour où vous serez en mesure, vous deux, de communiquer, de trouver des solutions à vos problèmes, le jour là vous direz que vous êtes en couple. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore. Le jour où vous allez vous asseoir vous deux, trouver des solutions à vos disputes, vous direz le jour là que vous êtes en couple. Parce que, imaginez un seul instant, David a posé la question que la belle-mère a voyagé, parce que je ne veux pas dire autre chose. Imaginez un seul instant que la belle-mère a voyagé, que vous ne l'avez pas à côté. Vous faites comment? C'est votre capacité à gérer votre problème à deux. Même si vous n'êtes pas dans une relation, quand vous êtes ensemble avec quelqu'un, vous cohabitez avec quelqu'un, c'est votre capacité à gérer le problème entre vous qui fait de vous des hommes grand H. On a les raisons qui poussent les couples à se disputer sont souvent le manque de communication, l'argent et l'intimité. La plupart du temps, la femme trouve compulsive et crée une grande bataille à partir de rien. Lorsqu'un problème financier surgit, la manière de le résoudre aussi peut être source de disputes. La compréhension mutuelle reste la solution ultime. Belle émission à vous, mes salutations à vous les belles dames du plateau. Sans oublier le beau mec, j'aime sa veste, de la part de Addis depuis le Nigeria. Merci beaucoup. La veste de mon fils a traversé les frontières. C'est sur ça. Par rapport aux messages, aux divers messages qui nous parviennent depuis tout à l'heure, je pense que c'est trop facile de tout le temps dire c'est la femme qui est à la base de telle dispute, c'est toujours la femme qui fait que il y a tout le temps les disputes dans le couple et tout, parce qu'elle est trop impulsive, parce qu'elle est trop jalouse, parce qu'elle veut être autoritaire, parce qu'elle, il y a diverses raisons qui sont venues pour le même truc. En fait, moi je me dis, on sait très bien que la femme, c'est pas celle-là qui a forcément sa langue dans la poche, c'est pas celle-là qui va forcément garder son calme lorsque vous allez la heurter ou lorsque vous allez mal vous comporter. Et vraiment, c'est pas celle-là qui va essayer de se contenir juste pour vous faire plaisir ou bien vous laisser faire ce que vous voulez. Oui, l'homme est beaucoup plus
calme, mais c'est parce que ça, c'est son comportement. On devrait comprendre aussi que la femme a un tempérament avec lequel elle est née, avec lequel elle fonctionne. Maintenant, c'est vrai qu'on peut faire un travail sur soi et essayer de se canaliser un peu pour éviter que ça parte dans tous les sens. Mais il faudrait quand même que les gens comprennent que chacun son tempérament. Les hommes, ils sont d'une nature et les femmes sont d'une autre nature, et un homme et une femme doivent rester ensemble. Du coup, vous êtes obligés de composer avec les tempéraments l'un de l'autre. Donc c'est trop facile en fait de tout le temps rejeter comme ça le tort sur les femmes. Alors pour ajouter à ce qu'elle a dit, moi je dis souvent à mes amis, l'homme n'a pas besoin de s'enflammer. Quand la femme s'enflamme, laisse-la, elle n'a pas s'enflammer. Elle parle, elle perd à cause qu'elle a envie de raconter. Tu es là dans ton coin tranquillos. Elle n'a qu'à parler. Quand elle finit de parler, il y aura forcément un temps mort. À un moment donné, quand tu ne réponds pas, elle-même elle est gênée d'abord. Tout ce que j'ai raconté là, le gars n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête et tout? Et le moment où la tension, tu sens que la tension est redescendue, tu l'appelles, tu lui dis ce que tu as à dire. Si tu as tort, tu t'excuses. Si tu n'as pas tort, tu lui clashes les cartes vérité et vous réglez ça entre vous. Ce qui revient à ce qu'on disait, hein, la communication. Oui. Voilà, il faut vraiment la communication, et la communication même c'est un art. Donc en fait, je crois que c'est surtout le fait de revenir sur la base de l'art de communiquer dans le couple qui va pouvoir permettre d'éviter les disputes incessantes. Disputes, il peut y en avoir, mais je crois qu'il y a une façon d'être pour pouvoir gérer ces disputes-là. Merci infiniment à vous, chers amis téléspectateurs, et à tout le panel sur le plateau. On ne pourra pas lire, il y a tellement de messages, et on finit ce matin comme ça dans la rubrique à elle et lui avec Gaël, pour cette fois-ci nous retrouver dans la rubrique débat du jour. Vous le savez, vous nous avez suivis durant la première saison de Nectar, et c'est vrai que vous savez que la plupart, aujourd'hui elle n'a pas beaucoup de souffle, elle ne pourra pas sauter. Donc voilà, tous les amis, tous les chroniqueurs sur le plateau, ce sont mes enfants. Je les ai mis au monde, ce sont mes bébés, mes amours, mes enfants. Et c'est vrai qu'on se demande, mais Aïcha, comment tu as pu mettre au monde qui est l'aîné, qui n'est pas l'aîné, c'est la petite dernière en tout cas qui est Miss Gab. Voilà, c'est juste le petit indice que je peux vous donner. Je m'y suis prise tôt pour avoir mes enfants. Je m'y suis prise très tôt parce que je me suis dit que je veux bâtir une carrière. Autant commencer très 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 tôt pour avoir mes enfants. Il y en a même d'autres que vous ne connaissez pas. Le regard de Gabine a fait quoi? Le regard de Gabine ne peut rien faire. Elle déjà me met, c'est qu'elle est en rouge et elle est en danger. Vu l'heure à laquelle elle est arrivée ce matin, donc elle ne peut pas avoir un autre regard que le regard très docile de l'enfant vers sa mère. C'est février, donc c'est normal qu'elle soit en rouge. Donc je reviens à ce que je disais. Mes enfants, je me suis prise tôt pour les avoir. Vous les voyez ici, ils ont grandi aujourd'hui, ils ont pratiquement la même tête que leur mère, et ils sont en train de travailler dans l'entreprise familiale qui est Nectar. Exact. Alors qu'il y en a qui se disent, je vais d'abord bâtir ma carrière et ensuite après l'enfant viendra. Je suis plus du côté professionnel, et d'autres qui se disent carrément non, un enfant va m'entraver, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'avoir plusieurs choses que je ne pourrais pas forcément avoir avec un enfant. D'autres se disent qu'il faut vraiment que je sois très bien assis professionnellement avec tous les moyens financiers possibles pour ne pas faire souffrir mon enfant. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve malheureusement ou heureusement dans la société avec cette question. Faut-il faire ses enfants tôt ou faut-il les faire sur le tard? Aujourd'hui, c'est le thème que vous allez découvrir avec nos très chers amis sur le plateau dans le pour ou le contre du débat, et on se retrouve juste après ceci. Exact.
Alors, le débat du jour, faut-il faire ses enfants tôt ou non? C'est vrai que la question est posée ainsi de façon très simple, mais comme nous le disons, quels sont les choix à faire aujourd'hui lorsque nous évoluons ou lorsque nous avons nos raisons? On parlera du niveau santé, on parlera du niveau psychologique, on parlera du niveau professionnel, on parlera même du niveau financier. Et avec les amis sur le plateau aujourd'hui, la question est lancée, faut-il ou pas faire ses enfants tôt? Faut-il avoir tôt ses enfants ou alors faut-il se dire je vais attendre jusqu'à voilà, tel ou tel âge avant d'avoir mes enfants? Et quand on parle d'avoir un enfant tôt, déjà, de quel âge parle-t-on? Je pense que cela aussi dépend de l'appréhension de chacun. C'est pourquoi aujourd'hui, avec le panel et également avec vous, on aura besoin, comme toujours, de vos interventions sur le numéro nectarien. Dites-nous, pensez-vous qu'on doit faire ses enfants tôt, très tôt, ou alors qu'il n'y a pas d'âge pour faire un enfant? Pour ce faire, Miss Gab, Yemi, Gaël et Luc vont nous donner leurs avis qui, comme toujours, sont partagés. Tu respires bien? Tu respires bien? Oui, ça va. Ça va aller? D'accord. Quoi? Je t'écoute. Pourquoi là? Parce que toi en fait, c'est parce qu'on est dans la deuxième saison que tu ne dis plus porqué. Ça va revenir. Ça va revenir. Tu t'as fait porqué mio. Ça va revenir, ne t'en fais pas. Alors, enfant tôt ou enfant tard? C'est ça le débat du jour. Bon, ben déjà, il faudrait savoir pour le débat, déjà, est-ce que les gens veulent vraiment faire des enfants ou est-ce qu'ils n'en veulent pas? Voilà. Parce qu'il faut commencer par là d'abord. Est-ce qu'on a envie de faire des enfants et puis est-ce qu'on n'en a pas envie? Parce que vous avez le choix, hein? C'est pas obligatoire. Donc, déjà, c'est déjà la première question. Et ensuite, pour ceux qui ont envie de faire des enfants, est-ce qu'il faudrait les avoir tôt ou est-ce qu'il faut les avoir le plus tard possible? Je pense que moi, je suis complètement contre le fait de les avoir le plus tôt possible. Et bien sûr, je ne peux pas dire que je suis contre sans donner mes raisons à moi, qui sont purement personnelles et qui n'engagent que moi. Alors, pour moi, avoir un enfant, c'est vrai, c'est l'une des plus belles choses qui puisse arriver, que ce soit à une femme ou encore que ce soit à un père ou tout simplement à un couple. Avoir un enfant, c'est extraordinaire, c'est l'une des plus belles choses, c'est la meilleure en fait version de vous-même en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu votre réplique qui est là, qui vous regarde, à qui vous pouvez parler et échanger avec cette réplique de vous-même là. Donc vraiment c'est un truc extraordinaire que d'avoir un enfant. Maintenant le truc c'est quoi? Quand je prends le cas d'une femme, lorsque vous avez un enfant tôt, c'est vrai, ça a des avantages après, quand l'enfant il a grandi et tout, mais quand on parle d'avoir un enfant, c'est-à-dire le moment T où vous avez fait un enfant et que vous êtes toute jeune, et quand moi je dis toute jeune, je prends entre déjà 16 ans et au grand maxi 22-23 ans, pour moi c'est vraiment ce que j'appelle avoir un enfant tôt. Au-delà, pour moi, ce n'est pas forcément avoir un enfant tôt, même si pour moi avoir un enfant tôt va jusqu'à même 30 ans, c'est-à-dire avant 30 ans, si vous l'avez, c'est que vous l'avez eu tôt. Donc, avoir un enfant à cet âge-là, pour moi, c'est en quelque sorte mettre sa vie entre parenthèses. En quelque sorte, quand je prends le cas de la femme, c'est en quelque sorte mettre sa vie entre parenthèses. Parce que quand vous avez un enfant, quand vous voulez avoir une activité après avoir eu votre enfant, vous avez forcément besoin de quelqu'un pour garder votre enfant. Vous avez forcément besoin d'une nounou, vous avez forcément besoin que soit votre maman soit là, ou soit qu'une tante qui vous aime beaucoup soit disponible pour vous et tout ça. Et lorsque vous n'avez pas ces personnes-là autour de vous, ça veut dire que vous êtes obligé de rester en suspens jusqu'à ce que l'enfant soit
capable de faire certaines activités tout seul ou de commencer à aller à l'école pour que vous soyez enfin libre. Et d'ailleurs, ça me rappelle une scène qui me fait toujours rire d'Esperate Housewife, pour ceux qui ont suivi, quand le mari de Gabrielle l'a piégée pour qu'elle tombe enceinte en changeant ses pilules en de mauvaises pilules. Elle est tombée enceinte et sa réaction a été de gifler le mari et de lui dire: tu as hypothéqué ma vie pour les prochaines 18 ans. Voilà, donc effectivement c'est ce que c'est, et c'est vraiment mettre en parenthèse sa vie pour un très bon moment, parce que vous ne pouvez plus rien faire. Et quand on est jeune, selon moi, on a besoin de vivre certaines choses, c'est-à-dire que vous avez besoin, tu l'as dit tout à l'heure, de voyager, d'explorer d'autres mondes, de rencontrer du monde, d'essayer des activités peut-être que vous n'avez jamais fait. C'est vrai qu'en Afrique on est beaucoup plus carré, c'est-à-dire c'est école, ensuite le petit stage, ensuite le boulot, vous allez rester dans ce boulot-là jusqu'à la fin de vos jours certainement, et après vous allez gagner une petite pension alimentaire. Mais je pense quand même que quand on est jeune, il faut explorer le monde, il faut voir des choses que vous n'avez jamais vues. Il y va de votre culture personnelle, et avoir un enfant va vous empêcher de faire tout ça parce que vous avez une responsabilité peut-être trop tôt. Et je me dis, la plupart du temps quand on a un enfant tôt, c'est que vous n'êtes forcément pas préparé à cette réalité-là, parce que c'est très joli d'avoir un enfant, mais il y a plein de choses qu'on ne vous dit pas. On ne vous dit pas que vous n'allez plus dormir la nuit pendant très très longtemps. On ne vous dit pas que vous n'avez plus de vie à vous, que vous vivez pour l'autre. On ne vous dit pas que forcément ça va vous prendre du temps, de l'énergie. Vous allez vous négliger parce que vous avez un enfant dont vous devez vous occuper. Vous n'allez pas vous coiffer, vous n'allez pas vous maquiller parce que vous n'avez pas le temps de faire ça. On ne vous dit pas tout ça. On vous dit juste: oh c'est mignon, oh là là, c'est trop beau. Et vous-même vous pensez que non, vraiment c'est que ça. Donc c'est vraiment selon moi, mettre sa vie en parenthèse, l'enfermer dans une bulle. Et ce qu'on remarque la plupart du temps, quand les gens ont des enfants tôt, si vous observez bien, à un certain âge, on dirait que ces personnes-là sont dans un certain rattrapage de leur vie. Parce que effectivement, vous avez eu l'enfant tellement tôt que vous vous dites: ok, il y a plein de choses que je n'ai pas pu faire quand j'avais 22, 23, 24, j'avais envie de voyager, de faire des road trips, voilà, de sortir avec les amis, pendant que moi j'étais là à faire de l'enfant d'eau. Mais mes copines étaient là-bas en boîte en train de danser, de faire toutes les phases de danse qui existent. Bon, j'en profite un peu. Et c'était quelle phase qu'il faut faire là? Je ne sais pas. D'accord. Une des nouvelles phases que j'ai sorties, voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment en profiter un max et penser à sa carrière d'abord, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont eu la chance de concilier les deux. C'est vraiment une chance, mais si vous observez bien, c'est parce que ces personnes-là ont eu quelqu'un à côté qui ont dit: ok, moi je prends la charge et toi tu continues ta vie. Donc, il faut vraiment penser à soi et être sûr que c'est vraiment le bon moment pour le faire. Faut-il avoir ses enfants tôt ou pas? Les avis obligatoirement sont divergents, et même selon qu'on soit d'un sexe ou d'un autre. Et on a déjà plusieurs messages avant de revenir sur le plateau. Bonjour la famille, faire un enfant tôt c'est bien, mais avant de le faire il faut voir le contour, surtout les moyens pour bien s'occuper de l'enfant. Sinon faire des enfants tôt et après se retrouver seul, l'enfant dans la main des parents ou des tantes pour s'en occuper, non, ce n'est pas bien. Et nous avons bonjour Nectar. À mon avis, je crois qu'il n'y a pas un moment pour faire des enfants. On le fait lorsqu'on est capable de supporter, lorsqu'on a le minimum qui pourrait nous permettre de pouvoir supporter notre famille. Bonjour à vous la famille. 16 ans, ce n'est même pas encore l'âge légal pour avoir un enfant. Et malheureusement, 17 ans, c'est ce que j'ai eu et cela a bouleversé ma vie à jamais. Mes rêves sont morts. Non, je ne suis pas pour le fait de faire un enfant tôt. D'accord. Merci à vous. Et bonjour à vous la famille nectarienne. J'ai 45 ans. Mon enfant, le premier, a 2 ans. Je suis enceinte présentement et je me porte bien parce que je ne stresse pas. Quand la science vous accompagne, faire des enfants à un certain âge, c'est parfaitement bien au lieu de se précipiter et de souffrir toute autre chose. Depuis le Niger, de la part de Madame Samdia.
D'accord, merci à vous. Bonjour. Et maman Aïcha, et moi, tu m'as oublié parmi tes enfants. Rosé. C'est lequel de mes Non, je ne vais pas faire mon installation. On fait trop aussi. Partout, dans la rue de Lomé. Partout. Rentrer dans une rue et puis taper le truc là. Les enfants, maman Aïcha, vous êtes tout. Full. J'ai l'impression que tu respires mieux depuis quelques minutes. Bonjour, il n'y a pas d'âge pour faire un enfant, mais parfois c'est la pauvreté qui est à la base de nos décisions. Salut, moi c'est Séraphin d'Adiéticopé. Selon moi, 23 ans pour une femme, c'est l'âge pour avoir un enfant et 25 ans pour un homme. Et bonjour Nectar, cela dépend parfois de sa profession. Une hôtesse de l'air est interdite de grossesse pour une période donnée. Mais les médecins conseillent de faire des enfants avant 40 ans car la qualité du sperme et des ovules diminue avec l'âge. De la part de Monsieur Mola. Bonjour, ça dépendra de tout un chacun. Le mieux c'est d'avoir de quoi faire sa vie d'abord. De la part de Segla Ibrahim depuis Toblécopé, vous êtes toute mignonne, merci à vous. Bonjour, avoir un enfant tôt, c'est bon. La vie est courte, dit-on, pas forcément avoir les moyens avant d'y penser. Bonjour à vous, équipe nectarienne. Moi, je pense qu'il faut avoir un enfant tôt. On ne sait pas quand est-ce qu'on quitte la terre et il vaut mieux se préparer pour cela. En Afrique, fais un enfant seulement, tu trouveras toujours quelqu'un pour t'aider à en prendre soin. Ah oui. Et d'accord. Il y a une agence, il y a un numéro vert qu'on peut avoir. Les mamans, les tantes. Ah, ok. Luc, on va avoir un avis masculin. Ah bah oui. Comme ça t'empêchera de rire. Laisse-moi apprécier la deuxième réponse d'abord. En Afrique. En tout cas, pour ceux qui ont encore des parents vivants, ça le fait. Pour ceux qui n'ont pas leurs parents vivants, c'est très compliqué. Mais je pense que c'est un débat relatif. On ne peut pas avoir une réponse toute construite parce que chacun vit selon la situation et l'environnement dans lequel il évolue. Vous imaginez, il y a eu des gens, par la force des choses, ils ont eu des enfants ou ils ont eu un enfant sur les bancs d'école. Ça ne les a pas empêchés de réaliser leurs rêves et d'arriver aujourd'hui, d'avoir tout ce qu'ils veulent. Et de permettre aussi à cet enfant d'évoluer comme il le faut. Au même moment, par rapport à d'autres, ça détruit leur vie. N'oubliez pas ceci. L'espérance de vie aujourd'hui diminue au fur des ans. Avant, tu ne vas pas voir les enfants ou les jeunes de 20 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans partir de si tôt. Mais aujourd'hui, c'est la routine, c'est ce qui est à la mode, surtout la trentaine. Ça pose le problème du débat que nous avons. C'est vrai, quelqu'un parlait de 25 ans, d'accord? Mais en Afrique, comme nous le disons si bien, à 25 ans, on n'est même pas encore sorti de l'université. À 25 ans, pour la majorité, on n'est pas encore sorti de l'université. Dans le système élevé, bien sûr. Vous êtes là, vous bavez. À 30 ans, vous êtes toujours avec vos parents. Et vous voulez avoir un enfant. C'est la base des problèmes dont nous discutons chaque matin que Dieu fait ici. À 25 ans, tu es toujours avec tes parents. À 28 ans, tu es toujours avec tes parents. Et c'est toi qui veux avoir un enfant. Si par la force des choses, ou si par chance, tes parents sont nantis, parfois ce sont les parents qui réclament les enfants. Même dans ce cas express, il faut prendre cela avec des pincettes. Donc moi, ce que je trouve, si vous avez les moyens, même à 20 ans, construisez votre vie. Parce que, on l'a dit, dès qu'un enfant naît ou dès qu'un homme naît, il est assez vieux pour mourir.
alors si vous avez les moyens, même si c'est à 20 ans, construisez votre vie. Mais dans le cas échéant, si ça arrive par accident, ok, ça arrive. Essayez, battez-vous pour remonter la pente. Parce que aujourd'hui, avec l'évolution, une grossesse ne devrait pas arrêter le rêve d'une fille ou d'un garçon. Parce qu'avant, on chassait les filles qui étaient enceintes des écoles. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de continuer. Je n'encourage pas cela. Je le précise. Je n'encourage pas cela, non. Mais si ça arrive, vous avez la possibilité de continuer vos études. J'ai eu la chance de côtoyer une fille qui était enceinte. Elle a accouché le lendemain, elle est venue composer. Elle a eu son bac brillamment. Elle a accouché le lendemain, elle est venue composer. Elle a eu son bac brillamment. Tu avais ce côté avec l'autre. Non, mais... D'accord, si vous voulez. L'instant se lève en famille. Il n'y a pas de souci. Alors, je dis, c'est vrai, on ne peut pas dire c'est bien d'avoir des enfants à 25 ans, c'est bien d'avoir des enfants à 20 ans, mais ça dépend des circonstances et de l'environnement. Mais je précise, du moment où vous n'avez pas les moyens, du moins le minimum pour prendre soin de votre enfant, ne vous aventurez pas. Du moment Ça où veut vous dire n'avez pas que les tu moyens. es, ça veut dire que tu es pour le fait d'avoir des enfants tôt. Si vous avez les moyens, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'avez pas les moyens, les moyens qu'il faut, retardez. Par contre, excuse-moi, je suis vraiment contre le fait de penser à faire un enfant en se disant qu'on ne va pas vraiment durer sur Terre, ou qu'on va pas que l'espérance de vie n'est pas très longue, et genre laisser l'enfant comme si c'était un héritage pour les parents ou pour la famille. Moi, je suis complètement contre le fait de penser comme ça, parce que c'est pas du tout amusant d'être orphelin. Donc, il faut même pas penser à ça, quoi. Je ne refuse pas, il ne faut pas travestir mon idée. Mon idée, c'est quoi? En disant l'espérance de vie n'est plus élevée comme avant aujourd'hui. Je parle en conséquence de c'est un constat général. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se précipiter quand on n'a pas les moyens. Je l'ai précisé aussi. Quand vous avez les moyens de prendre en charge, vous avez le minimum de construire votre vie, allez-y, ne vous retenez pas. Il y a des gens qui ont commencé par bosser à 20 ans. Ils sont chanceux, ils ont commencé par bosser à 20 ans. Et je l'ai dit aussi, il y a des gens à 35 ans, ils sont toujours dans les jambes de leur maman. C'est maman qui fait tout. Mais quand vous vivez cela, vous imaginez, vous prenez la fille de quelqu'un, comment est-ce que vous allez la gérer? C'est ce qui crée le problème que nous essayons de résoudre chaque jour sur ce plateau. Vous allez voir, puisque c'est maman qui finance tout, c'est maman qui donne l'argent, qui vous donne l'argent, qui donne l'argent à votre femme, qui donne l'argent à votre enfant. Quelqu'un disait là, pas plus tard que la semaine dernière, quand la maman on achète, quand elle va au village, elle achète la bouillie, 50 francs maman doit penser, comment l'appelle-t-on, à son petit-fils que son grand frère a laissé là-bas. Donc, elle partage la bouillie en deux. Elle prend 25 francs, le petit-fils aussi prend 25 francs. Non, on ne doit pas en arriver là. Si vous avez le minimum, construisez votre foyer. Si vous n'avez pas le minimum, vous avez envie d'avoir des enfants, battez-vous pour cela. Bonjour à vous, et c'est depuis le Bénin. Bonjour Nectar. Moi, j'ai eu mon aîné à 25 ans. J'étais à l'université. J'ai eu ensuite 2 autres. J'ai 41 ans aujourd'hui. J'ai juste 6 ans d'expérience. Mon premier boulot, j'ai occupé des postes de responsabilité du fait que je sois mariée et que j'ai des enfants. Je suis actuellement dans une banque de la place. Mes enfants sont grands, 16 ans, 12 ans et 6 ans, et je ne regrette rien. À entendre Yemi, on a l'impression qu'avoir un enfant, c'est du boulot. J'ai eu mes enfants tôt, mais j'ai eu la chance. Je me suis mariée avec un homme formidable. J'allais toujours en vacances partout dans le monde. Je ne regrette rien. Avoir un enfant tôt, ce n'est pas difficile si on a le bon géniteur. On peut avoir le CV de sa vie, on veut la même. Alors, il y en a tellement que ça va être... alors, on a bonjour à vous. Oui, c'est génial d'avoir un enfant très tôt même, car c'est la plus grande surprise ou cadeau qu'une femme peut offrir à son homme. Et l'inconvénient est que, je prends un exemple, surtout chez la femme, si elle est fonctionnaire, ce n'est pas facile pour elle. Signé Ali Diablo depuis le Niger. Et bonjour à vous, juste pour dire, je suis
totalement d'accord. Yemi a tout dit. Arrêtons de rêver et posons de bonnes bases. Bon, d'accord. Et on a... ça va être compliqué ce matin. Bonjour à toute l'équipe. Moi, c'est monsieur Abangla Wawel. Depuis le Bénin. Wawel. W-A-W-E-2-L. Ok, Wawel. Wawel. Ok. Morel. C'est le Bénin. Depuis le Bénin. Oui, non mais. non mais dis donc. Eh bien ouais. C'est t'es quoi de quoi? Alors, excusez-nous, monsieur Agbangla. Voilà, je reviens sur votre message. Avoir des enfants, selon moi, c'est une préparation, car l'éducation d'un enfant n'est pas aussi facile que ça. Mais je crois que tout est une question de volonté. Et bonjour à toute l'équipe de la télévision togolaise. Bravo pour cette deuxième saison et pour vos sujets de débat et surtout pour le niveau élevé avec lequel vous discutez. Vous êtes tous intelligents. Merci. Ah. Après tout, on a les filles. Toi, monsieur, permettez que j'aille faire un bisou à mon fils. Au moins, ça nous console parce qu'on va se retrouver de l'autre côté là. Tout le monde, si on va descendre, on va dire que c'était pas très élevé. Ma chérie. On vous jette des fleurs. Et vous êtes content. Et voilà. Alors que c'était pas élevé. C'est toi qui as parlé au gars, reconnu ta voix. Pardon, redresse ton micro. Pardon. Redresse ton micro. D'accord. Voilà. Super. Alors, faire les enfants tôt ou pas. Déjà, il faut comprendre que ça part d'un choix personnel. À l'heure actuelle où l'éducation des enfants, l'éducation du foyer, l'éducation de la femme elle-même entre en jeu, ça reste un choix personnel. Et quand on parle un peu dans certaines religions ou dans certaines cultures, où on se marie à 12 ans, faire les enfants à 14 ans, c'est normal. Alors que quand on jette un regard dans d'autres religions et dans d'autres cultures, faire des enfants à 17 ou même 18 ans. Avec l'UNICEF et le droit des enfants, maintenant, c'est quelque chose qui est totalement... Oui, oui. Il faut pas... Oui, avec l'UNICEF, c'est vrai qu'il y a ces organisations, mais moi, je suis en train de parler en général de ce qu'on vit ici chez nous en Afrique. On n'encourage pas cela. Oui, on n'encourage pas cela. Je le constate. Voilà, Vas-y, constate et donne ton avis. Alors, je disais que dans d'autres religions et cultures, faire les enfants à 17 ou 18 ans, c'est faire les enfants vraiment tôt. Et c'est pas cela qui est préconisé. C'est là où j'allais déboucher. Voilà. Donc, quand je parlais de ça, restant un choix personnel, il y a déjà certains éléments qui sont sortis. Par exemple, quand tu es bien assis, tu es bien financièrement, parce que quand on retourne un peu en arrière par rapport au débat, on a remarqué que ce qui entraîne la plupart des problèmes dans le monde, c'est le souci financier. En général, c'est le souci financier. Alors, on sait que l'éducation d'un enfant, ça demande de l'argent. Pouvoir continuer ses études, même quand on a un enfant, ça demande de l'argent, ça demande des ressources. Pouvoir aller à ses rêves, ça demande de l'argent, ça demande des ressources. Alors, je me pose un instant et je me demande, à quoi ça sert de faire un enfant tôt? Si en fin de compte, je pars rester dans un foyer où je suis maltraitée, où mon enfant est maltraité, parce que je n'ai pas cette autonomie, je n'ai pas eu cette chance-là de pouvoir me construire, de pouvoir me bâtir, de pouvoir faire des études et de connaître mes droits et devoirs. À quoi ça sert de faire un enfant tôt et de rester là et puis de dire « on aime beaucoup la beaucoup ». Est-ce que vous êtes sûr de ça? À quoi ça sert de faire un enfant tôt et en fin de compte de rester à détester cet enfant? Parce que dans votre tête, dans votre psychologie, c'est cet enfant, sa venue qui a bloqué toute votre évolution. À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et quand on va commencer par sortir des choses, on ne va pas finir aujourd'hui. Alors, pour ma part, et personnellement, je dirais que je suis totalement contre le fait de faire des enfants tôt.
Spécialement en Afrique où, en général, depuis la nuit des temps, je ne vais pas parler de 100 ans, 200 ans, la femme africaine en général a toujours fait ses enfants très tôt. Et on sait tous les problèmes que ça engendre, que ça a engendré et que ça engendrera. Alors, à quoi ça sert de souffrir avec son enfant dans les bras et de pleurer sur le fait que je n'ai pas cette capacité-là de lui assurer un meilleur avenir? Et figurez-vous que cet enfant, que ce soit une fille ou un garçon, prendra le même chemin que vous. Parce que vous l'avez fait tôt. Il est dans la pauvreté. Imaginez que c'est une fille. Eh bien, elle va trouver un homme qui est un peu plus âgé qu'elle, qui lui donne 100 francs, qui lui donne 200. Elle va dire non, mes parents ont déjà assez de problèmes. Je vais aller également faire ma vie ailleurs. Elle aussi, elle suit ce cursus. Elle fait son enfant tôt. Et c'est le cercle vicieux qui se répète. À quoi ça sert? Alors, quand je dis que je suis totalement contre le fait de faire les enfants tôt, je veux que ces personnes, parce qu'on sait l'inégalité qu'on vit aujourd'hui, rares sont ces personnes qui ont vraiment la chance sur un pourcentage de 100 de pouvoir faire les enfants tôt et de pouvoir continuer leur rêve ou d'être bien. C'est vraiment une chance et c'est rare à compter. Alors je préfère pour ma part que la femme puisse se construire, puisse se bâtir, puisse s'épanouir en sachant que même quand tous les problèmes vis-à-vis des couples qu'on rencontre, voilà, j'étais en santé et puis voilà, c'est moi qui déguerpille, je puisse avoir cette capacité, cette responsabilité d'assurer un meilleur avenir à mon enfant, même quand l'homme n'est pas là. Je préfère que la femme puisse vraiment établir des bases solides dans sa vie personnelle, dans sa vie sociale et éventuellement dans sa vie de couple pour pouvoir permettre que son enfant puisse également s'épanouir. C'est vrai, on dira que non, quand on fait beaucoup d'enfants ou quand on fait, excusez-moi, très tôt les enfants, ça permet d'être temps. Mais c'est faux. Partons la réalité pour ajouter à tout ce que Yémi vient de dire. C'est vrai, on dit à la femme, oh, il y a l'horloge de la vie qui te rattrape. Vas-y, fais les enfants. Vas-y, marie-toi. Mais on ne dit pas ce qu'il y a derrière. Il y a plein de réalités derrière qu'on ne nous dit pas. Et c'est quand tu entres dedans que tu te rends compte que voilà, je suis arrivée et tu n'as pas le choix. Tu fais avec. Voilà. Merci beaucoup ma chère Miska. Et on a, bonjour la famille, chez moi il ne suffit pas de fabriquer des enfants, il faut les mettre au monde. De la part de Apati Sylvain, d'accord, merci. Bonjour le plateau, faut-il avoir ses enfants tôt ou pas? Je dirais oui, parce que vite avoir une progéniture permet de mieux évoluer, en ce sens qu'à un moment donné, vous n'allez plus peut-être avoir des difficultés quand vous allez vouloir commencer un travail, mais bien avant cela, il faut être conscient, puisqu'élever un enfant, ce n'est pas du tout facile. En tout cas, vouloir, c'est pouvoir, de la part de Charlemagne Lansukilo, depuis le Bénin. Comment je peux rebondir par rapport à ce message? Si tu permets, on va éliminer, il y a tellement de messages, il ne nous reste plus trop de temps. Bonjour, on a, d'après moi, faire un enfant tôt, c'est à partir de quel âge? Pour une femme, on sait qu'avant 30 ans, c'est ce qui est bon. Après 30 ans, pour une femme, avec les problèmes de santé et les accouchements ou les enfants morts-nés, faire un enfant à partir ou après 30 ans n'est vraiment pas bien. Un homme, même à 70 ans, il peut faire un enfant sans problème. Donc l'homme n'a pas de problème. D'accord? Sarah a fait pour elle à quel âge? Sarah a fait pour elle à quel âge? Et le pasteur par là. Sarah a fait pour elle à quel âge? C'est vrai, aujourd'hui, on dit c'est quelque part là-bas dans c'est vrai aujourd'hui qu'il y a la science et vraiment, il y a des scientifiques qui ont fait sortir des ouvrages, qui ont fait des documentaires qui disent que, voilà, à certains âges, en ce qui concerne spécialement la femme, il faudrait déjà faire des enfants parce que les ovules sont bien fraîches, la capacité intellectuelle de l'enfant est plus élevée, il y a tant. Mais on ne va pas se baser sur ces dires forcément pour aller faire un enfant quand je sais que je n'ai pas ce qu'il faut pour donner
le minimum à cet enfant. Voilà. Bonjour à vous, mesdames. Intéressant votre thème et surtout pour nos jeunes sœurs. C'est moi, ma situation et Dieu. J'ai ma famille, mais malgré cela, c'est compliqué. Alors, sans personne pour aider, je ne sais pas ce que cela pourrait être. Mes jeunes sœurs, on ne sait pas ce que demain nous réserve, raison pour laquelle il faut avoir les pieds sur terre avant de donner naissance. Merci et bonne émission à vous. À Bénin de Jean. Appelez-nous au chanteur quand même. Oh non, c'est moi qui t'appelle à Bénin de Jean. Elle est sérieuse. Voilà le fait d'avoir, mais c'est la dame qui avait signé à Bénin. Depuis, je l'appelle désormais, deuxième saison, je t'appelle à Bénin de Jean. Ok, d'accord. C'est grave. Vous allez vous en sortir. C'est ça qu'on a une maman qui a fait ses enfants comme il fallait. Ok. Faire ses enfants tôt ou tard, moi je suis contre le fait de faire des enfants tard. Donc, je m'explique, je me dis que c'est vrai, la société a évolué et tout, mais la fertilité, non quoi. La fertilité n'a pas bougé de pouce depuis des centaines d'années. Je peux même dire que, ça a reculé. Parce qu'aujourd'hui, on voit des femmes à 30 ans qui sont là, qui cherchent qui cherchent des enfants à 30 ans, qui prennent des potions, des médicaments. Ça va? Je te suis. Qui prennent des médicaments, qui vont chez les thérapeutes, des tradithérapeutes et tout, à la recherche des enfants à 30 ans. Alors, je me dis que il y a aujourd'hui, les ovocytes cessent de produire à des âges beaucoup plus précoces qu'avant, qu'au temps de nos mamans, de nos grands-parents. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il est important de faire des enfants tôt. Et moi, je dis tôt, pas 16 ans, pas 17 ans, 18 ans, à 25 ans, c'est bon. Donc, alors j'ai noté quelques raisons qui n'ont assez simples. Je pense que quand on fait très vite des enfants, on reste assez jeune pour s'occuper d'eux, on profite de leur jeunesse, on profite aussi de notre jeunesse. Et on gagne aussi en maturité quand on fait les enfants tôt. Contrairement à ce que Yemi disait, moi je pense que quand on fait des enfants tôt, on gagne en maturité, on a le sens de responsabilité. Parce qu'on a envie de... Elle dit non, mais si, moi je pense que si. Oh non, il n'y a pas de souci. Oui, je te suis au fait, c'est ça. Vous aurez le droit de réponse. Oui. Donc, et je pense qu'on fait aussi... on a le temps de se régénérer. Quand on fait vite les enfants, on se retrouve avec votre plat, on dirait même pas qu'on a fait des enfants très tôt. Oui. Est-ce qu'on peut suivre mon regard? Donc c'est vrai que le bébé n'arrive pas à respirer, mais en général c'est plat. Donc on a le corps qui se régénère, on est plus jeune, on est encore frais et on profite bien des enfants. Et je dirais aussi que voilà, c'est plus facile en fait quand on est jeune de faire des enfants, parce que oui, c'est pas un peu comme l'homme qui, voilà, il est là, il fait son travail et puis c'est la femme qui accouche, c'est la femme qui porte l'enfant pendant 9 mois, qui accouche et voyez un peu l'accouchement, s'il y a les césariennes par ici, les accouchements par exemple, les accouchements difficiles, donc il est important de faire des enfants tôt parce que ça vous permet en fait d'être bien dans la tête, dans le corps. Et on dit souvent que l'âge que vous avez se reflète en fait sur l'enfant que vous mettez au monde, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Quand vous faites un enfant à 70 ans, comme certains le disent, moi je me dis que votre enfant va ressembler à un petit vieux avec des rides et tout ça. Pour faire des enfants. Oui, faire des enfants. Un petit vieux avec des rides et tout ça. Oui, c'est vrai, c'est très vrai. Oui, on dit souvent, oui, l'homme a même à 100 ans, mais à 100 ans, vous pouvez le faire avoir une érection. C'est comme ça, nous, vous pouvez avoir envie de faire là. Oui. Donc, je me dis qu'à 70 ans, à 100 ans, vous pouvez, un homme peut ne plus avoir d'érection, il peut ne plus faire l'amour à une femme, il peut ne même pas être excité. Donc, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, il est important de faire très tôt les enfants. C'est quelque part dans la Bible. Merci. Donc, et quand ils seront autonomes, vous avez votre temps de voyager. Comme cette dame-là qui voyage. Si vous avez les moyens, bien sûr, je sais que vous aurez les moyens. Oui. Donc, vous aurez le temps de... Alléluia.
ils sont autonomes, ils s'occupent de leur vie, ils sont à l'université, vous profitez de votre jeunesse avec votre doudou, vous voyagez, vous prenez les petits sirops où vous voulez et quand vous voulez, vous sortez, vous revenez. Donc, je pense qu'il est important pour ces petites raisons-là d'avoir des enfants tôt. Voilà. Contre donc le fait d'avoir des enfants tard pour Gaël, on a beaucoup à vous de nos jours. Avoir un enfant est relié à la planification et au consentement des deux partenaires. Attila Joël depuis le Niger. Et nous avons bonjour. Faire les enfants tôt est une bonne chose, mais avoir l'âge entre 23 ans chez une femme et 25 ans chez l'homme est de nos jours, comme Luc vient de le dire, il y a des gens qui ont 25 ans, ils sont toujours avec leurs parents et veulent avoir des enfants. Ce n'est pas du tout normal. Il y a toujours deux cas, comme Luc le dit, de la part de Anselme depuis Adidegomé. Merci pour le message. Bonjour, Akpena déjà. Cette fois-ci, c'est le message. Ah, ok. Parce que j'étais un peu perdue là. Alors, bonjour à vous. Moi, c'est 22 ans pour les filles et 25 ans pour les hommes. C'est bon, mais le mieux, c'est de réussir sa vie avant de se lancer dedans. Et bonjour à vous, la famille. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que Miss Gab vient de dire. Arrêtons de vouloir nous conformer à la société et pensons à ce que nous créons en nous disant qu'il faut avoir un enfant tôt, sans les moyens ou sans tout ce qu'il faut pour. Merci à vous. Et on a, bonjour la famille, mieux vaut faire un enfant tôt pour qu'il puisse s'occuper de vous au cours de votre vieillesse. Imaginez quelqu'un qui fait son enfant à l'âge de 45 ans, or l'espérance de vie diminue. Alors si vous mourrez à 55 ans par exemple, vous voyez que les enfants seront encore mineurs et cela affecte leur vie. Moi je suis binangma. Encore faut-il que on réussisse. Depuis Nachibore. Vous n'êtes pas Dieu. C'est la première des choses que je vais dire. Vous n'êtes pas Dieu pour pouvoir faire des calculs sur la vie de quelqu'un. Non, il faut franchement qu'on arrête ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une dame qui a envoyé son témoignage, qui a 45 qui est en train de faire son deuxième enfant. Imaginez une dame qui écoute une chose pareille. C'est comme toucher un peu la personne. Il faut arrêter. Vous n'êtes pas Dieu pour faire des calculs sur la vie de quelqu'un. Maintenant, poussons un peu le bouchon un peu plus loin. Faire des enfants tôt. Et vous profitez de sa jeunesse, vous profitez également de votre jeunesse, vous avez le grand plat. C'est ce qui entraîne quand vous voyez un homme, la maman qui prend le petit ami ou l'homme de sa fille, ou la fille qui prend l'homme ou le mari de sa maman, parce que vous êtes jeune. C'est très beau. Alléluia. Ensuite, je poursuis. Non, mais laissons les personnes malades à la c'est complètement... Vous parlez, mais c'est la réalité, c'est pas tiré par les cheveux. On parle de jeunesse. Quand vous trouvez une dame, comme tu l'as bien dit, Yemi, qui se dit, je n'ai pas encore rattrapé des choses, elle est encore fraîche, elle est encore pimpante. Eh bien, le garçon qui vient te dit, je te présente ma maman, et qui se retrouve devant la sœur. Et le garçon qui tombe amoureux, il se dit, non, attends. Voilà, mais c'est pas qu'il est malade, ce sont des sentiments. Personne n'a dit tanti, tonton. Non, 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 malade parce que pour moi, c'est pas être malade. Malheureusement, c'est ça. Ce sont les dérivés. Ce sont également. Ouais, on n'accepte pas certaines choses, mais à bien voir, c'est pas être malade, c'est pas la maladie. De l'éthique de la société. Également. Je ne vais pas rencontrer le mari de Gaël, par exemple, et commencer à lorgner sur lui. Ça veut dire que ça. Mais malheureusement, c'est ça qui est là. C'est pas parce que la personne est malade. La personne se trouve jeune, se sent jeune dans sa peau et se croit tout permis parce que voilà, je suis jeune, donc je peux également continuer à faire ma vie et c'est lui que je veux. Malheureusement, c'est ça. Bonjour, Kodjo Nugnon, je vous suis depuis Koumassi. Faire un enfant vite, c'est bien. Si on a l'argent, l'enfant ne pleure pas. Vous êtes sûr? Bonjour, c'est Pauline depuis Baie et je vous souhaite une bonne émission. Contre, d'accord. Et bonjour, avoir un enfant, tout ça dépend de votre capacité individuelle, car avoir un enfant, ce n'est pas si facile que ça. C'est le supporter qui est le problème, de la part de Samarou depuis Abidjan. Et bonjour, la question que j'ai pour vous, c'est est-ce qu'il faut avoir un enfant tôt ou pas? Laissez-moi vous dire oui, il faut avoir un enfant tôt. Ça vous permet de bien vivre votre jeunesse. Merci à la fille, aux beaux yeux, je ne l'ai plus dit en cette saison, c'est là. Donc, merci à la fille aux beaux yeux. Elle s'appelle Akpena Desjans. Bonjour, avoir un enfant tôt, c'est bien.
parce que cela te permet tout simplement de pouvoir mieux vivre après et de profiter, comme l'a dit la belle sur le plateau, des années de cet enfant-là. Je veux rebondir, c'est bon. Tu veux? Non, ne rebondis pas encore. Tu ne peux pas rebondir maintenant. Il échauffe en fait, mais il faut que ça sorte. Bonjour à vous sur le plateau. J'ai 60 ans et mon fils a 10 ans. Nous nous entendons très bien et au contraire, grâce à lui, je rajeunis puisque nous jouons au foot ensemble. C'est clair. Alors, je vous donne un exemple basique. Il nous reste 2 minutes, mon fils. Je vais être très rapide. Allez dans le coin de Lomé. Vous allez voir ces petites filles qui traînent un enfant sous le bras, qui se promènent à peine, elles ont 17 ou 18 ans. Le monsieur est quelque part, il s'en fout. Et si vous remarquez, les problèmes que nous gérons ici chaque jour, c'est parce que les gens ne sont pas matures, ils ont des enfants. Toi-même, tu n'es pas encore mature. Toi-même, tu n'as pas encore appris le savoir-vivre en société. Qu'est-ce que tu vas transmettre à cet enfant? Moi, je pense qu'on a atteint le dépasser le débat sur les personnes qui font très vite les enfants, par accident, comme on dit. Ça, ce n'est pas par le choix. On parle du choix. La décision. On parle du choix. C'est-à-dire que vous avez le choix entre les faire maintenant ou les faire beaucoup plus tard. Voilà. Moi, j'estime que si la personne a les moyens qu'il faut, a le minimum qu'il faut, et veut faire des enfants aujourd'hui, à nous aller. Bonjour mes chers, moi je pense qu'avoir ses enfants très tôt est meilleur car déjà à 50 ans tu peux voir ton enfant déjà en fonction. La dame qui a 45 ans, il veut avoir son deuxième enfant. Est-ce qu'elle peut s'occuper de cet enfant à 75 ans de la part de monsieur Franck depuis Agoué? Ça c'est pas votre problème. Elle a géré sa vie. Quand elle dit qu'elle est bien, elle est bonne dedans, elle est tout contente, c'est qu'elle a déjà fait son planning. Il ne faut pas lui poser ce type de questions. Je sens qu'il y en a une qui va faire un enfant à 45. Alors, bonjour à vous. Je suis contre le fait de faire ses enfants tard. Tôt, c'est mieux. Omar, y avait-il un enfant? C'est la question qui est posée. D'accord. Oui, bien sûr. C'est justement ça. Il faut arrêter de penser que les petits orphelins, là, c'est les héritages qu'on laisse à la famille et tout ça. Parce qu'après tout, ils sont d'abord orphelins. Et ce n'est pas facile d'être orphelin, de ne pas avoir son père ou sa mère même à côté. Donc, non. Il faut arrêter de ces pensées-là. L'enfant, ce n'est pas un cadeau qu'on laisse à la famille. On dit, bon, voilà, au moins, on a laissé une petite photo de la personne. Les photos sont là. Donc, du coup, je te lis ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour à vous toute la famille. Vous ne pouvez pas savoir, je vous aime tous un à un. J'ai l'impression de faire partie de votre famille. Arafat a laissé plusieurs enfants. C'est ça qui nous console aujourd'hui, la Chine. Depuis Cocody. Console, parce que vous vérifiez ce que ces enfants mangent. Quand elles se réveillent. Non, mais quand même, quoi, console. Si c'est long, ils en ont. Parfois, j'ai l'impression Si c'est long, ils en ont. Oui, c'est pas le nom. Parfois, j'ai l'impression qu'on baigne dans du je crois qu'on va revenir sur le débat. Je ne fais à personne d'être orphelin, mais vraiment, vous ne savez pas ce que c'est que d'être orphelin. Et franchement, il faut pas jouer avec ce truc-là. On va revenir à l'enfant. On va revenir sur le débat. Bonjour à toute l'équipe de la télévision première. Avoir des enfants tôt ou tard n'est pas le problème. Il faut d'abord s'asseoir avant de se coucher. L'âge n'est qu'un chiffre. L'homme peut avoir 32 ans et la femme 24 ans. Ça dépendra du projet de l'homme. Sika la liesse depuis Kifa Bokta. Merci infiniment. Et malheureusement, le temps est tellement vite passé. Plusieurs messages pour Luc est là, avec la veste, c'est ça. Merci infiniment à vous, chers amis téléspectateurs. Merci, on ne peut que dire merci. Merci pour votre fidélité à notre égard. Merci pour tous vos messages et votre participation. Elle va pouvoir respirer, on sait de quoi on parle, elle danse. Et ben merci à toi, Miss Gab. Akpena Moussou. Akpena Morel. Akpena déjà. Akpena Assi. Voilà. Et surtout, merci à la réalisation. On vous aime, on vous embrasse. Continuez encore et toujours. La télévision togolaise est là pour vous, pour tous les autres programmes. On se retrouve demain. Bye bye. On peut danser avant.